Là, il faut que je garde mon micro ou non? A priori, non. Oui, moi je vire le mien. Alors. C'est ce micro-là, non? C'est lui qui présente. Lui, il a Oula, attends. Mais lui, en fait, Moi, j'ai mon micro, mais coupe le micro. le mien. Au cas où, on voit. Oui, Est-ce qu'il y a du Larsen? pour l'instant, non. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est le son de ton ordinateur qui va servir. Est-ce que l'un de nos participants à distance, tiens, Marianne, là, je te vois. Est-ce que Marianne, tu nous entends? Très bien. Parfait. Un grand merci. Par contre, Maurice, vas-y, parle, parce que si tu veux pas me Est-ce que vous nous... et là, tu m'entends? Très, très bien, Maurice, c'est bon. Oui. Donc, c'est parfait. Impeccable. Bien. Alors, on va regarder un petit peu combien de personnes sont connectées. Oui, vu l'effectif, je pense qu'on est quasiment complet. Donc, pour donc cette présentation, bien dans les temps. Hein. On a dit 30 minutes. Voilà, donc ce sera exactement ça. Donc, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire. Et donc, qui rejoint d'ailleurs le sens d'origine du mot séminaire, hein, dans lequel ce ne sont pas que des conférences, mais aussi de l'interaction. Alors, on peut penser qu'il y a deux types de réactions dans l'auditoire. Peut-être dans un premier temps des clarifications, peut-être qu'il y a des choses qui sont restées un peu implicites, hein, parce qu'il est toujours difficile de montrer la totalité des documents, peut-être qu'il faudrait avoir sous les yeux pour parfaitement comprendre les choses, surtout quand on part de zéro, hein, dans ce domaine-là. Oui. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui ont aussi, par leur connaissance préalable, peut-être déjà des réactions. Bon, de toute façon, on prendra les questions et les remarques dans l'ordre où elles viennent. Donc, vous avez deux possibilités. Alors voilà, je vois que déjà quelqu'un lève la main. C'est de lever la main et puis donc de prendre la parole. C'est aussi d'écrire éventuellement dans le fil de conversation, ce qu'on appelle parfois le chat. Vous pouvez aussi écrire des questions dans le chat qui seront traitées au fur et à mesure. Voilà, ce sont les deux bonnes façons d'intervenir. Et donc, on a une première main qui s'est levée, c'est celle d'Emmanuel Égal. Donc, n'hésitez pas à mettre à la fois caméra et micro. Le micro, bien sûr, pour vous comprendre, et puis la caméra pour plus de convivialité. Voilà.
Oui, bah bonjour. Bah, alors, je suis désolé déjà pour la caméra, parce que ça fait plusieurs Ah, fois que j'essaye de la mettre et je pense que on vous ne passe. voyez rien. Et j'ai Non. un problème avec la caméra, je ne sais pas exactement de quel type il est. Donc c'est pour ça que je ne la mets pas. Donc, je continue sans caméra. Donc, Emmanuel Egal, oui, géologue à la société Aegis, justement. Donc, je suis bon, géologue, hein, au sens strict. Donc, ça fait à peu près 11 ans que je suis dans les travaux souterrains à Aegis. Avant, je faisais vraiment de la géologie classique, au BRGM, etc. Puis, j'étais structuraliste aussi. Donc, ça m'a pas mal intéressé de voir les descriptions structurales. Et je dois dire d'abord qu'effectivement, voir la méthode Frey utilisée là, de Frey, ça m'a bien surpris. Enfin, j'avais vu dans l'annonce, mais je m'y attendais quand même pas au préalable. C'est pas tous les jours qu'on la voit utiliser. Même en géologie classique, moi-même, dans ma thèse, j'avais essayé, j'avais eu un peu de mal. Alors, bon, là, sur les résultats, parfois, ça saute pas autant aux yeux qu'on pourrait le croire, mais il y a quand même quelque chose qui ressort avec l'utilisation de cette méthode sur la détermination de l'ellipsoïde ou des ellipsoïdes. Donc, Oui. c'est assez intéressant. Alors, j'ai deux, trois petites questions ou remarques. Euh, alors d'abord, il y a une première photo de plan oblique, genre CS un petit peu dans un Oui, espèce c'est ça. euh, de mini plot qui restait. Euh, alors, est-ce que ça a été, je sais pas si vous voulez la remettre éventuellement, On est-ce va que vérifier c'est la pas, remettre. on voit un plan oblique par rapport à deux plans. euh, alors, au préalable, avant de revenir sur cette question, je m'apprêtais à faire une remarque sémantique ou terminologique. Comme je l'avais dit à Johann Kaspersky avant, je trouvais que le terme de métamorphisme n'était pas très heureux parce que je me disais, bah, là, visiblement, il va nous parler uniquement de structures qui naissent dans le... Et il n'y a pas de réarrangement minéral ou chimique associé à un métamorphisme au sens propre. Donc, en fait, je comprends que malgré tout, comme il y a l'effet du liant, on peut parler d'une sorte de réarrangement minéralogique. Donc, le terme métamorphisme, effectivement, me paraît moins abusif que je le pensais, même si ça ne se manifeste pas par des belles cristallisations métamorphiques. Donc voilà, donc bon, ça c'était un premier point. Et pour revenir, oui, donc alors non, c'était plutôt la photo où on voit un bout de, pas un talus, un restant de talus. C'était, oui, celle-là, voilà, celle après les stries, voilà. Euh, bon, euh, c'est un peu ardu. Enfin, je veux dire, c'est pas hyper démonstratif à l'existence des deux plans. Je ne sais pas si vous l'avez vu de façon assez répétée, cette Oui. obliquité. Oui, de En façon fait, répétée. on le voit. La famille F1, on la voit systématiquement sur tous les chantiers, notamment ceux qui sont plus ou moins bien faits. C'est-à-dire qu'on observe, comme j'ai montré sur la première carotte, 5 cm de complètement feuilleté, puis ensuite on a l'impression qu'on n'a plus Ouais, ces plans horizontaux pour plusieurs raisons, parce que ce n'est pas non plus l'objet de l'exercice. Là, je voulais parler que des aspects similitudes avec la géologie oui, structurale. Mais le confinement du matériau fait que des fissures on va avoir tendance à disparaître et à se souder grâce au ciment. Alors, ne reste dans le temps que fractures, que les fissures superficielles. oui, Lorsque on s'y prend mal, hein. Sur les chantiers que vous voyez là, on a optimisé les méthodes de réalisation. On a pratiquement très, très peu de fissures en surface qui s'accumulent, d'une part parce qu'on compacte toujours dans le même sens. Et donc, le cisaillement qu'on met en évidence avec des stries de friction ne se fait que dans un sens. Et oui. donc, on n'a pas l'effet de cisaillement alterné qui va dégrader la partie superficielle des couches de remblai, des couches de forme, et conduire à ce millefeuille-là qui est une pathologie. Donc, on ne l'a pas. En revanche, alors là, c'est une photo d'une carotte qui a été extraite sur les planches d'essai. On a poussé à l'extrême le Ah oui, c'est une compactage pour voir ce que carotte. ça donnait. C'est pas du tout comme ça qu'on a construit l'ouvrage. C'est des planches d'essai. Et on a vu apparaître, je dirais, ben, ce qu'on a- qu'on appellerait des riddles, mais ça n'est pas. Des fissurations aussi beaucoup plus inclinées avec des angles supérieurs à 45 degrés. D'accord, mais de façon un peu répétée, quoi, quand même. Ah C'est oui, pas. oui, 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 non, oui, mais de toute façon, ça arrive, hein.
Alors, ça Ouais. arrive, c'est-à-dire que vous avez le cisaillement qui se produit au moment où le compacteur arrive. Il n'est pas encore sur le matériau et la composante horizontale est la seule qui s'applique. Donc, le matériau a tendance à cisailler en surface. Ouais, ouais. Et ensuite, quand le compacteur arrive directement au droit du matériau qu'il va compacter, eh bien, on va avoir des fissures beaucoup plus verticalisées qui sont pas loin de l'angle de la résultante de la contrainte. D'accord. Et vous avez donc un aplatissement des matériaux parallèles à cette direction-là. Parce que là, il y a la charge du compacteur qui va tasser les matériaux et qui explique le compactage que l'on connaît. Alors, il faut savoir que ces études sont toutes fraîches, hein. On est guère allé plus loin que ce que je vous montre. En revanche, pour chaque photo que je vous montre, j'ai une trentaine d'observations qui convergent dans le même sens. Et ça mérite d'être vu parce que justement, l'identification de ces processus, je dirais, de métamorphose du matériau, parce que c'est volontaire qu'on a utilisé le terme de métamorphisme de chantier, c'est pour susciter un peu de l'intérêt et des réactions. Parce que bien sûr, au vu des températures avec lesquelles on travaille, on est loin du métamorphisme, mais D'accord. il y a quand même des similitudes. Il y a des similitudes, c'est peut-être que des similitudes, mais en tout cas, elles sont flagrantes. Et le fait de les avoir identifiées nous a conduit à améliorer les techniques de mise en œuvre de manière à garantir la durabilité des ouvrages traités que l'on construit aujourd'hui dans le domaine des infrastructures. D'accord. Pardon. Oui. Et je disais, et aujourd'hui, je dirais, je pense que le top de la technicité se situe chez le canal, c'est la société du canal Seine-Nord là, qui a fait des travaux, justement, ces travaux de recherche. C'est pour ça que je ne vous détaillerai pas non plus les techniques optimales de mise en œuvre, parce que là, c'est plus ou moins confidentiel. Mais toujours est-il que aujourd'hui, ça nous permet la compréhension de ces processus et, je dirais, l'analogie avec les structures géologiques et la manière de les aborder nous a aidé à améliorer les techniques de réalisation. D'accord. Donc, on est Et bien dans le domaine de la géologie de l'ingénieur. alors, pour finir sur les analogies, donc là, dans une image comme ça, les F2, bon, on peut assimiler ça effectivement à des plans CS Oui, d'une certaine manière, mais bah pas. oui. Vous n'observez pas, à contrario, des formes de tension, puisque vous rappelez le schéma de Riedel, etc. Il n'y a pas de petites fentes qui se forment de façon antithétique, quoi. C'est bien des plans d'aplatissement oblique ou parallèle avec cisaillement pur ou simple, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'ouverture qui ferait des fentes ouvertes à angles Non, opposés. non, Non, non. non, il n'y en a pas. D'accord. J'ai cherché aussi, il n'y a rien d'ouvert. C'est-à-dire que, parce que justement, je regardais de très près parce que c'était un problème, parce que si c'était ouvert, c'était une pathologie. Donc, on a Ouais. vraiment regardé ça. Et puis, c'était difficile à imaginer aussi, hein. On a des compacteurs de 12 tonnes Ouais. sur des couches de 30 cm. Mais enfin, on ne sait jamais. Ça sert quand même, hein. Ça sert quand même un peu. Mais ce que je redoutais, c'est ce qui se produit sur les couches de forme traitées, je dirais, en domaine routier, autoroutier, quand on s'y prend mal, c'est d'avoir du feuilletage en surface. Ouais, ouais. Là, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même une anisotropie avec du feuilletage qui se produit, mais qui se cimente. Parce que tout ça se produit dans le délai de maniabilité du ciment, on va dire en 5 heures. D'accord. On a Alors, 5 heures pour travailler. Si on dépasse, on a dépassé le délai de maniabilité, ça ne fonctionne plus. d'accord. Alors sur le ciment, justement, enfin le cimentage, j'étais un peu sceptique sur le fait que, bon, que ça se produise avec des plans qui apparaissent et qui se cimentent, mais je ne suis pas sûr que ce soit systématique. Par exemple, sur une photo où vous aviez fait du fry, vous avez dit on voit les ellipsoïdes, mais on ne voit plus les plans d'anisotropie qui ont été cimentés. Donc, pas forcément. Je veux dire, l'anisotropie, ça peut On être. les voit sur les photos, hein. On les voit Oui, sur mais à les l'échelle photos, c'est d'une que c'est lame mince, totalement cristallisé. il peut juste avoir une réorientation, enfin une répartition nouvelle des grains, sans pour autant qu'il y ait des plans d'anisotropie qui se forment. Ah, mais ici sont les places de l'anisotropie, vous allez voir. Je reviens sur la photo. Voilà. Là, sur le premier en famille, vous voyez, je cherche la souris, si elle y était, elle est là. Et justement, dans la présentation, je me suis empêché de mettre des pointillés, parce que quand on met des pointillés, on cache la structure.
Ouais. Et on voit le plan horizontal ici. On le Oui, revoit ici. celui-là. Ouais. Et on les voit pratiquement sur toutes les couches. Et c'est microscopique. Et c'est cimenté. Et en fait, la méthode que j'ai utilisée, c'est les méthodes qu'on utilisait en microstructural. J'ai fait un DEA sur les milonites dans le Ouais. massif des morts. Et, et je me suis retrouvé avec des plans C, des plans S, ce que vous avez dit, je crois que vous connaissez aussi. Et bon, je ne les ai pas trouvés aussi beaux, je n'ai pas vu des yeux de cisaillement. Oui, Est-ce qu'on peut rappeler pour l'auditoire non connaisseur les plans C, les plans S, est-ce qu'on peut les redéfinir? Oui. Alors, dans les milonites, qui sont des zones de cisaillement ductile, qu'on a alors là, on est vraiment dans les roches métamorphiques, dans les gneiss, on a dans les zones de cisaillement la formation de plans C, dit des plans de cisaillement qui sont parallèles à la zone de cisaillement, à la faille ductile. Et les plans S, c'est à l'intérieur entre ces plans parallèles, on va dire, on a une répartition des minéraux, une orientation des minéraux, qui se fait souvent en S, en dessinant la direction de cisaillement. Et l'angle que font cette schistosité à l'intérieur entre les plans C, va définir l'intensité du cisaillement. Donc, dans une shear zone, on va se retrouver avec des angles quasiment horizontaux au centre de la zone de cisaillement et qui vont se redresser jusqu'à 30-40 degrés au niveau des épaules, que ce soit les plans C. Et donc, quand on fait des études de cisaillement dans les zones de bilonite, les plans C, on les voit. Donc, on va les mesurer. Et l'intensité du cisaillement, on va, la direction de l'extension, en gros, on va la mesurer, des fois on n'arrive pas à la mesurer directement, on va la mesurer aussi sur l'orientation des axes C du quartz. Parce que le matériau, les graines de quartz qui se cristallisent dans un système en contrainte, eh bien, l'axe de cristallographique du quartz, l'axe C notamment, va s'orienter dans le sens de la moindre compression, dans la direction d'extension, et enregistre l'intensité du cisaillement. Donc on a les plans C et les plans S. Alors là, autant les plans C, on peut en parler. Les plans S, on ne les voit pas vraiment parce que c'est quand même des graines de limon, de sable, de craie, plus le ciment qui vient. En revanche, ce que je n'ai pas fait, c'est est-ce que les cristaux liés au ciment, à la prise du ciment, ont des axes cristallographiques qui s'orientent dans le sens de la compression. Ça, on ne l'a pas fait encore. Là. Ça peut être le Ça me sujet, paraît difficile en fondamental. conditions si superficielles parce qu'il faut un peu qu'il y ait de recristallisation associée, je sais pas. La cristallisation du quartz commence dans les 5 heures. Et donc, nous, c'est le temps que l'on met pour compresser. Et il reste des contraintes résiduelles quand même dans le sol assez significatives qui, à mon avis, on devrait avoir une influence sur la cristallisation. D'accord. Mais on ne l'a pas fait, cette étude-là. Parce que, bon, là, ce serait vraiment du fondamental. En revanche, mais ça mériterait de le faire. Ce n'est pas exclu que ce soit fait, puisque là, on va lancer un programme de thèse avec le Cérimadex sur ce sujet-là avec Aegis et Canal Nord. Parce que l'idée, c'est de poursuivre, parce qu'il n'y a pas grand-chose de fait dans ce domaine-là. Toutes les observations sont empiriques et ça n'empêche pas, heureusement, dans des cas rares, à des pathologies qui conduisent à des vieillissements prématurés de structures. Alors ça, c'est pour le domaine routier où on peut avoir des tolérances puisque c'est assez facile à corriger, mais on se l'interdit formellement pour tout ce qui est ouvrage hydraulique et blocs techniques d'écluse, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette étude-là, pour être sûr de la technique et d'être rassuré sur la durabilité. Dans la mesure où le process et les matériaux sont totalement maîtrisés. Ça veut dire, merci derrière bien. tout Moi, ça, il y a un système qualité qu'il faut mettre en place avec du contrôle draconien. Merci bien, j'en ai fini, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup, donc Emmanuel. Et puis, on va peut-être pouvoir prendre donc une prochaine question, une demande d'éclaircissement. Il n'y a aucune question qui manquera d'intérêt, hein, soyez-en assurés. Donc, il y en a sûrement. Donc, vous pouvez soit écrire dans le chat. Alors, je regarde le chat. Ah, il y a des questions. Donc, Yasmina. Alors, je vais lire donc ce que je vois dans le chat.
Et puis, s'il faut compléter, vous n'hésiterez pas à allumer le micro et prendre la parole. Bonjour, est-ce que Maurice peut redire ou détailler comment l'ellipse est obtenue, mesurée? Donc, l'ellipse en général, et on a eu plusieurs exemples qui ont été donnés. Donc, alors je suppose que oui, donc c'est Yasmina Bouzafir de l'université Gustave Eiffel. Cette mesure d'ellipse, c'est sans doute en référence à la méthode de Free, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Fries, c'est un chercheur qui a eu l'idée de définir une méthode ultra simple parce qu'à la base, elle se faisait à la main. Aujourd'hui, on fait ça avec des ordinateurs, c'est beaucoup plus facile à faire. Et en fait, à la main, ça se comprendra plus facilement, on prenait un papier calque et sur un repère orthonormé, on repérait des grains, par exemple, de quartz, par exemple, dans un matériau, et on les reportait au crayon, hein, sur le papier calque. Et ensuite, mettons qu'on en avait 100, on prenait le premier, le 1, on le ramenait de manière orthogonale en projection au centre du graphique et on redessinait chacun des points qui avaient été translatés de la même façon. Et on procédait de la même façon pour tous les points. Ce qui fait qu'à un moment donné, sur notre graphique qui avait 100 points, on voyait se dessiner, on se retrouvait avec 1000 points. Et qu'est-ce qui vient créer un point là-dedans? Eh ben, c'est un minéral. C'est-à-dire que tu as la photo de la messe, par exemple. Tu mets ton calque dessus et tu repères des grains. Oui. Des grains de quartz, comme ça. Ce sont les points de départ, ça. C'est les points de départ. Et qu'est-ce qui fait que qui étaient tu supposés de 100 points à 1000 points? Qui sont supposés avant la déformation, répartis de manière aléatoire. Oui. Hein, des grains de sable dans un sable, et tu es en train de mesurer dans une quartz. Dans tes grains, ils sont sous réserve que tu puisses les repérer. Donc, tu prends chacun de ces points, un par un, et tu les projettes au centre du graphique de manière orthogonale. Et tu pointes tous les autres points qui ont ripé de la même façon. Donc, le premier, à partir du premier, qui avait 100 points, il y en a 200. Et tu procèdes de la même façon avec tous les points. Dans la mesure, l'hypothèse de Frey dit que s'il y a eu des formations, les grains se sont rapprochés dans une certaine direction, celle de la compression, celle de la contrainte principale, et se sont étirés dans la direction d'extension. Ce qui fait qu'en toute logique, tu dois avoir moins de points au sein du graphique. Tu dois avoir un point au milieu, c'est celui qui vient chaque fois se positionner. Mais tout autour de lui, tu as une distance minimale qui est différente dans le sens de la compression et dans le sens de l'extension. Et de fait, à partir d'un certain nombre de points, bien sûr, si tu n'as que 4 points, tu ne feras rien, mais si tu en as 100 ou 1000, tant mieux, tu vas avoir ton graphique qui se noircit, mais au centre, tu as une zone blanche qui dessine une ellipse, qui est l'ellipse de déformation. Alors celle-là est magnifique, parce qu'il faut savoir qu'il y a un traitement d'image aussi à faire après au sein de l'ellipse que je vous ai épargné, parce qu'il y a toujours des points qui arrivent un peu au milieu. Donc, mais en tout cas, l'ellipse se dessine, et je dirais c'est très gratifiant de faire cet exercice-là, parce que ça marche. Et si tu travailles avec un matériau isotrope, tu as un cercle, où tu n'as rien. Et là, tu l'as fait avec un logiciel, ça? Oui, bon, bricolez-nous. Hein, parce que je te dis, à la base, la méthode de Frey se fait avec un papier calque. C'était fait à la main par des géologues. C'est pas des... Mais ce pas des informaticiens. Est-ce que j'ai répondu à la question de Yasmina? Sinon, il faut savoir que la méthode de Frey est décrite dans plusieurs articles sur Internet. Donc, on arrive à la trouver assez facilement expliquée. Et je peux te communiquer les articles si tu le souhaites. D'accord. Ouais. On pourrait, voilà, effectivement, comme le Parce que ça peut servir à d'autres mécanismes. Géologue, j'ai dit. Parce que c'est une méthode très, très simple. Géologue, géotechnicien. Géotechnicien. On pourra mettre cet article sur le site du CFGI, si ça peut servir à la communauté. Donc, alors, nous avons ensuite, bon, en tout cas, à minima, on sait que c'est Frey 1979, a priori. N Frey, avec un N. Avec un N. C'est pas JJ. Voilà. C'est pas JJ.
Sandra Docher, qui est, alors j'arrive pas à savoir quel est son établissement de référence, d'appartenance. En tout cas, je lis la question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des préconisations qui pourraient être intégrées dans la nouvelle version du GTS? Déjà, je participe à la mise à jour du GTS au niveau du contrôle de la qualité. Donc, alors, le problème, c'est que toute la profession n'est pas trop d'accord pour avoir des contraintes, je dirais, très importantes sur les méthodes de compactage. Donc, ça ne fait pas l'unanimité. Et scientifiquement, bon, ça a prouvé que ça marche. Parce que quand je vous dis que les techniques, c'est l'optimisation de la technique, je dirais, d'utilisation des compacteurs, c'est quand on veut éviter le feuilletage. Donc, dans les corps de remblai, c'est pas le cas. Donc, on peut travailler en aller-retour avec les compacteurs. Quand on veut vraiment optimiser la structure, compacter le fond de couche et éviter le feuilletage, il faudrait, enfin, une solution, c'est de compacter toujours dans le même sens. C'est-à-dire que le compacteur ne fait pas d'aller-retour. Alors, c'est facile à dire, mais quand on réfléchit sur un chantier, c'est pas toujours évident de toujours dans le même sens. Alors, une des solutions, c'est de compacter en marche avant et quand on arrive au bout de la plateforme, reculer rapidement sans vibration, de manière à pas compacter, et remettre la vibration du compacteur toujours dans le même sens. Mais je parle que des cas où vraiment on a besoin de vraiment d'optimiser les structures, je veux dire, les couches de forme, et les ouvrages hydrauliques et les blocs techniques de Bajoyer. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là, mais voilà, je pense que dans les techniques d'optimisation, il y a ça. Ça, c'est très important. Deuxième chose, il y a les teneurs anneaux. L'optimisation de la teneur anneau, il faut savoir que tous ces feuilletages, on voit qu'ils sont inévitables, ils existent, ils font partie prenante du processus, euh, vont cimenter. Mais ils vont cimenter si la teneur anneau est suffisante. Si le matériau est trop sec, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire qu'il va falloir travailler peut-être, pas peut-être, c'est sûr, avec des teneurs anneaux légèrement supérieures à l'optimum et les enduits superficiels ou l'arrosage des couches est indispensable pour qu'on n'ait pas de fragilité en surface. Après, on ne peut pas généraliser ça parce que si on mettait ça dans le GTS, j'aurais toujours des gens qui penseraient qu'il faut absolument appliquer ça tout le temps, alors ce n'est pas forcément nécessaire. Il faut adapter, je pense, le, euh, les contrôles et les exigences à la vocation de l'ouvrage. Donc, je dis pour les couches de forme, les ouvrages hydrauliques, oui, je pense on pourrait optimiser dans ce sens-là. Compactage plutôt dans le même sens et des études poussées sur les dosages et les teneurs anneaux. Et plus simplement d'avoir vraiment des experts dans le domaine sur le chantier avant de se lancer dans ce genre d'opération. Il en existe dans toutes les entreprises, hein, donc il n'y a pas d'entreprise meilleure que d'autres. Mais dans chaque entreprise, il y a des gens qui sont plus ou moins experts. Donc, sur ces aspects-là pointus, il faut faire appel aux meilleures équipes. Et c'est parfois le point faible quand ça ne marche pas. Donc finalement, la réponse, ce serait plus que des préconisations, des conseils qui pourraient être ajoutés au GTS, quoi. Mais je serai là. Je suis là, justement, dans le GT3, sur le contrôle de la qualité. Et donc, je vais veiller justement à ce qu'on fasse ce qu'il faut, mais là où il faut, et pas se mettre des boulets aux pieds aux endroits où ce n'est pas nécessaire. La technique, c'est ça aussi. Alors, ensuite, on a Anthony, alors je crois que c'est Soave, qui a donc posé la question suivante. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Ah, mais nous, ça va se voir, non? Ces observations, donc ellipses, sont-elles toujours visibles, quelle que soit la profondeur de prélèvement des carottes? Oui. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, c'est avec ce monsieur, c'est avec Anthony qu'on va participer, enfin, je vais participer au programme de recherche avec Anthony. Oui, oui, c'est observable sur toutes les couches. Mais d'ailleurs, en profondeur, de toute façon, on empile les couches, des couches de 35 cm. Donc, ce feuilletage se produit au moment du compactage, c'est-à-dire pendant le délai de maniabilité du ciment, du lien hydraulique, pardon. Et
Et donc, effectivement, on les observe partout, les ellipses de la même façon. En revanche, ce qu'on avait observé quand même sur le terrain, c'est que l'influence du confinement sur la fermeture des discontinuités, même si on en voyait très, 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 très peu sur le chantier, je dirais à partir de 1 mètre de confinement, c'est-à-dire par rapport à la surface du remblai qui faisait 5 mètres, on avait pratiquement des carottes monolithiques quand on les sortait, qui reprenaient 2 couches, les couches étaient collées. Donc, il y a l'influence du confinement qui est assez essentielle là-dedans. Mais pour les ellipses, on les a vues partout. Après, il s'agit d'une étude, je dirais, de la première étude que l'on a fait qui mérite d'être réitérée pour vérifier. Le sujet de la répartition des ellipsoïdes, pas des ellipsoïdes, des contraintes horizontales et verticales des compositions au compactage. On a la deuxième expérience avec 2 types de matériaux. La première étude sur des matériaux plutôt humides, on avait, je disais, des rapports de 3 entre la contrainte horizontale et la contrainte verticale et avec des cisaillements qui étaient très importants. Donc, le rôle de la teneur en eau, le fait que les matériaux soient traités, va avoir une influence. Mais en tout cas, la déformation dans le matériau qui est compacté est enregistrée. Et la répartition des grains solides est modifiée et mesurable. Et cette déformation nous indique nous fait ressortir l'ellipsoïde de déformation. Sur la tranchée, on l'a fait dans les 2 directions. Moi, je ne l'ai pas mis parce que c'était. Là, ce que je vous ai présenté, c'est dans la direction X, Z, c'est-à-dire la direction d'extension, la direction d'avancement du compacteur et la verticale. Mais si on se met perpendiculairement à l'avancement du compacteur, on trouvait systématiquement une ellipse horizontale et aplatie. Bon, ce qui explique qu'il n'y a que de l'aplatissement, il n'y a pas de cisaillement dans ce plan-là. Voilà, est-ce que j'ai répondu, Anthony? A priori, oui. En tout cas, Sandra Daucher a acquiescé pour la réponse. Elle t'a remercié. Alors, nouvelle question. Donc, c'est Yasmina Boussafir qui a repris la parole. Alors, cette fois-ci, pour partager apparemment quelque chose, elle nous dit, pour information, la notion de tenseur de contrainte dans le compactage est une notion connue, mais certainement très peu ou mal utilisée. Cet exemple est très intéressant et prouve peut-être qu'il faut repenser la technique de compactage pour l'améliorer, notamment pour le traitement des sols et l'étude de la performance. Merci pour cet exposé. Voilà, c'est gentil. ça montre l'intérêt de ce genre d'études. Je pense que je suis d'accord avec Yasmina, oui, parce qu'il y a sûrement des études qui sont dans des tiroirs qu'on pourrait ressortir et les faire converger, parce que effectivement, c'est une première approche qui mérite d'être vérifiée. Et je pense que ça apporterait la meilleure compréhension des processus de traitement et de compactage, nous amènera on travaille aujourd'hui sur la durabilité des ouvrages, on se pose des questions. Et souvent, attention, souvent, et je parle que des cas où on a des pathologies, c'est lié à un non-respect des processus, à des erreurs sur les teneurs en eau, au fait qu'on a laissé du feuilletage qu'on n'a pas enlevé, parce qu'en surface, il faut absolument le raboter, on ne peut pas le laisser. Ou travailler avec des matériaux pas assez secs ou avec des compacteurs, mais de la mauvaise façon ou alors de manière hétérogène. Aujourd'hui, on a les moyens de contrôler ça, surtout maintenant qu'on a constaté ce genre de structure et de processus. Alors qu'on appelle le métamorphisme ou autre, ça c'était pour s'amuser un peu, et pourquoi pas. Mais en tout cas, dans cette je dirais, de ce, entre guillemets, métamorphisme, on a des plans de cisaillement et une déformation des sols. Et il faut savoir que bon, dans les processus de réalisation, dans l'utilisation des machines et de la préparation du matériau, il va falloir œuvrer, et on peut le faire, à réduire au strict minimum les plans C. Et après que le matériau se compacte, heureusement, c'est ce qu'on leur recherche, c'est d'avoir les fameuses ellipses, je veux dire, en cisaillement pur. Ça, on les mesurera parce que de toute façon, le processus existe, sinon il n'y aurait pas de compactage. C'est sûr que ça méritera, ce sujet-là mérite d'être approfondi justement par les experts, dont Yasmina, Véronique Berge et tous les gens qui travaillent sur le sujet.
Alors moi, j'aurais deux questions. Alors, est-ce qu'il y en a peut-être dans la salle? Non. Alors, moi, la première question, c'est que si on peut remontrer des photos de stries, comme il y en avait voilà, en début de... Voilà, ici, par exemple, ces stries-là, avec une comparaison entre donc un matériau traité et qui a été compacté, et puis donc un affleurement là sur la droite. Cette photo-là qui a été prise, donc, comment est-ce que cet élément-là a été prélevé sur le terrain? Il correspond à quoi, en fait? Comment est-ce qu'on arrive à prélever ce genre de matériau? À quel endroit ça a été fait? Est-ce qu'il était retourné, par exemple, en profondeur? Est-ce que c'est un élément... comment Ah non, comment est-ce qu'on prélève ça? C'est-à-dire que là, on est sur des chantiers expérimentaux, c'est-à-dire qu'on a extrait, on a creusé des tranchées, couche par couche, 30 cm parfois. On a fait le travail d'archéologue. Oui, Donc, pour sortir un plan de feuilletage sur un remblai comme, je dirais, celui du démonstrateur, il faut savoir que, je sais pas, c'est une chance sur 1000 de tomber sur un. Parce qu'on a tellement optimisé les méthodes, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ça s'est décollé. Sinon, on ne pouvait pas creuser à la pelle dans l'ouvrage. Il fallait travailler avec une fraise. Hmm. On broyait le matériau et on cherchait à s'arrêter sur des niveaux de couches qu'on supposait parce qu'on les avait repérés en centimètres. Mhm. Puis à des endroits, à des mois de plaf, il y avait un caillou qui s'arrachait. Et sur les tranchées qu'on a fait, on a fait 2 tranchées. J'ai prélevé un échantillon comme ça, que j'ai surnommé la pierre de Rosette, parce que j'en ai pas deux. D'accord. Donc, c'est-à-dire que l'ouvrage est tellement monolithique que ces structures-là sont totalement fossilisées dans le remblai. Ok, ouais. Mais si on n'avait pas optimisé les teneurs en eau, tu en aurais partout. D'accord. Donc, aussi bien que les études sur l'âme mince, en fait, sont extrêmement riches en termes de nombre d'échantillons. Mm. Donc, il y a une puissance statistique des résultats. Ben oui. Là, cette observation-là, c'était juste une sorte d'indice, mais ça n'est rien de plus que ça, puisque finalement, Ben, c'est ce qui a déclenché la recherche. c'est ce qui a déclenché la recherche, mais néanmoins, c'est le hasard d'avoir trouvé ça. C'était pas le hasard, parce que je t'assure, on y a passé une semaine. Ah, vous cherchiez ça? Non, on cherchait à comprendre. Et on a trouvé ça. Et quand on a trouvé ça, je me suis dit, mais si ça, on voit ça à cette échelle, je dirais, C'est symétrique. des symétriques, est-ce que on a la même déformation à l'échelle microscopique? Ben oui, à toutes les échelles, on a ça. Bon, on a des couches de 30 cm, donc on ne peut pas avoir plus que 30 cm. Hmm. Mais donc, à l'intérieur, on a ça, mais au niveau des couches, je dirais, mais microscopiques, à l'intérieur de ces couches de remblai, on a aussi ces micro-cisaillements qui ne sont pas continus. Contrairement à une faille, elle est continue, elle peut être sur 100 mètres, 1 km, 10 km. Ça, c'est des loupes. C'est-à-dire, si ça se trouve, ça fait 20 cm, 30 cm, 1 mètre maximum. Hmm. C'est une lentille qui se décolle au passage du compacteur. Hmm. Et ensuite, bah, c'est une autre ou pas du tout, si Hmm. on s'y prend bien. Hmm. Voilà. Et alors, ce que je disais aussi, c'est que ces structures-là qui se cisaillent, quand je disais que pour optimiser le compactage, je n'ai pas dit qu'il faut faire ça tout le temps sur les chantiers, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Le compactage en aller-retour a des effets négatifs sur la surface des remblais, c'est-à-dire que comme on démontre qu'il y a du cisaillement, parce que maintenant on sait qu'il y en a, parce que là je pense que je l'ai démontré, si on fait des allers-retours, on fait du cisaillement alterné sur la surface. Et donc sur la surface, il y a des caractéristiques résiduelles. Et donc quand le compacteur passe la fois d'après, la composante horizontale de la contrainte générée par le compacteur augmente. Et c'est là que tu arrives à des rapports de 3, et puis tu continues à cisailler de plus en plus. Hmm. En fait, ça ne s'improvise pas du tout. Mais donc cet échantillon-là, puisque donc c'est Je une l'ai sur mon rareté, bureau. il est sur ton bureau. Oui. C'est quoi donc sa position dans l'espace juste au moment où le prélèvement va être fait? C'est-à-dire que là, il y a un azimut, un pendage. Oui. On se situe en fait Les stries, c'est la direction du compactage, du compacteur. Oui. Le Oui. compacteur va de droite à gauche, Oui. exactement dans la direction des stries. Oui, d'accord. C'est la partie supérieure à ça. Donc, il y avait un feuillet au-dessus. Oui. Et on est au sommet de la couche.
Oui. On est au sommet de la couche. Et ta question, c'était Eh ben, c'est quelle est, je dirais, bon, déjà la profondeur de ce plan. Est-ce que c'est bien un plan qui est horizontal. incliné dans un sens, mais horizontal dans le sens Totalement horizontal. perpendiculaire, Totalement horizontal. dans le sens perpendiculaire à Oui, l'avancement de la machine. oui. Donc, Et le cisaillement se fait non pas en continu, si le remblai faisait 30 mètres, sur 30 mètres, tu le fais sur 20 cm, et ensuite le compacteur passe dessus, il le plaque. Donc imagine bien que s'il est sec, si la teneur en eau n'est pas optimisée, oui, cette couche-là ne va pas se coller à celle d'en dessous. oui. Il va y avoir un plan de discontinuité qui va, dans le temps, donner ou pas des désordres. Sous une chaussée, bon, c'est dommage parce que on va avoir un vieillissement. Ben, en fait, si c'est très localisé, c'est pas un problème. Mais si c'est généralisé sur une plateforme, une chaussée qui doit durer 30 ans, ben, il va y avoir de l'entretien supplémentaire. Ça a un coût. Et cet échantillon-là, donc, c'est un échantillon traité. C'est un échantillon traité. C'est-à-dire, c'est le même limon que tu as vu sur la photo, Oui, complètement pulvérulent. D'ailleurs, Oui. je vais vous le montrer. C'est celui-là. oui, Une fois compacté, c'est ça. d'accord. Et ça, je te garantis que je l'ai sur mon bureau, je te le fais tomber sur le pied, il ne se casse pas. D'accord. Mais on a parlé donc de limon, mais au juste, un limon, en géotechnique, on sait ce que c'est, mais géologiquement, d'où il sort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment du 2 micromètres à 60 micromètres, c'est-à-dire un limon géotechnique Oui, c'est bien, un 0,2 c'est un sol fin, mais C'est un sol fin. Ouais, c'est un sol fin. Donc, on ne sait pas exactement quelle est sa composition. Ah oui, même. c'est exactement sa composition. Alors, quelle est-elle du coup? C'est un échantillon qui avait, celui-là, il avait À peu près, hein. je sais pas, à 80 microns, 90% de passer à 80 microns, 65 microns même. D'accord. Donc Il y a de l'argile là-dedans ou... Oui, oui. D'accord, donc c'est l'ambiguïté du mot limon que Bah, les c'est un géologues limon. utilisent. Non, c'est un limon au sein du GTA. Ouais. Non, mais même en géologie, ça se rejoint, hein. Un Oui. limon, effectivement, c'est granulométrique. Et en composition, de fait, il y a moins d'argile que de grains de quartz, parce que sinon, ça deviendrait Ah oui. une argile à quartz ou à grains. Donc, en composition, c'est relativement constant. Il peut y avoir des petits grains de feldspath et tout ça, mais la grosse majorité, dans un limon au sens géologique, donc c'est effectivement un grain fin, mais supérieur à celui de l'argile, dans la même fourchette plus ou moins. Il y a différentes échelles de granulométrie historiquement, mais ça rejoint la géotechnique. C'est granulométrique d'abord, et de fait, pour avoir cette granulométrie, il y a une dominante de tout petits grains de quartz. Et avec un peu de l'argile entre. Et si les grains de quartz deviennent plus rares, et ben on passe à l'argile, quoi. Oui. Mais ce qui veut dire que finalement, techniquement, c'est pratiquement comme un sable, quoi. Mais à la taille près des Non, il y a quartz, des argiles. ils ne sont pas réactifs, ils sont neutres du point de vue du comportement à l'eau, ces grains de quartz. Et le quartz, oui, mais là, c'est les argiles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fraction argileuse. Oui, alors pour cette taille, d'accord. oui. Donc ça veut dire que le mot limon, finalement, il cache un peu. Oui. C'est un jargon, quoi. Je cherche pour te montrer le. Ouais. Non, mais parce que effectivement, en termes de dépôt géologique, quand on arrive à cette taille de grain, il y a forcément des argiles qui se déposent en même temps. Autant pour un sable plus grossier avec une dynamique de l'eau qui dépose, on peut très bien imaginer qu'il n'y a que les quartz relativement gros qui se déposent, mais plus on va dans le fin, il y a forcément des argiles qui se déposent un peu en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, un limon purement quartzeux, je ne suis pas sûr que ça existe. Ouais. Oui. Donc là, justement, Oui, parce que est-ce que là on a affaire au limon des plateaux en fait? Oui. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'on parle de limon. Ouais. Non, mais c'est des limons. Donc il y a des limons 1 et A2, donc tu as des IP de 12. Ouais. Entre 12 et supérieur à 12. Ouais, ok. Donc c'est un mélange de 1 et de A2. D'accord. Ouais, c'est un A2, c'est un IP autour de 12, entre 12 et 15. Valeur bleue supérieure à 2,5. Tu vois, voilà, c'est au sein du GTA, de la classification des sols, pour les terrassements routiers. D'accord. C'est quand même des matériaux argileux. On est à la limite entre plusieurs domaines dans lesquels les vocabulaires peuvent éventuellement avoir des nuances. Donc c'est pour ça que elles donnent des nuances. Le fait que tous les limons sont carbonatés ou pas, nous avons une influence aussi par rapport au traitement. Oui, il est carbonaté. Parce qu'on je répète la question de Roger Cogent. Je répète la question de Roger Cogent qui est un peu loin du micro. C'est le fait que ces limons soient carbonatés ou non va avoir une influence ou pas. Donc c'est la question qui se pose. Alors là, je vais te dire, on fait des études de traitement là-dessus. C'est surtout l'aptitude au traitement de ces matériaux par rapport aux liens qu'on a choisis, les routiers. Alors, ces matériaux étaient plutôt, je pense, carbonatés parce qu'on n'a pas fait d'analyse, j'ai pas d'analyse géochimique des matériaux là. Moi, je suis certain qu'il y en a eu de fait, mais je ne les ai pas regardés.
En revanche, on a une approche assez empirique, nous, au niveau du traitement des sols. On fait des tests d'aptitude, on regarde si ça marche. Et une fois que ça marche, on sait que ça marche, on optimise le dosage pour obtenir la classe mécanique que l'on recherche. Et ces matériaux sont vraisemblablement carbonatés puisqu'il y a des nodules de craie à l'intérieur. Mais en tout cas, le ciment fonctionnait parfaitement bien avec le produit. Il y a une composition qui est donnée là par Yasmine Abouzafir, donc qui nous dit pour un échantillon identique, les analyses par diffraction des rayons X montrent que ce limon est composé à 59%, bon, donc 60% de quartz, entre 15 et 20% de minéraux à feuillets non gonflants, ylite, chlorite, muscovite, donc entre 10 et 15% de feldspath et une dizaine de pourcents de carbonate. Donc il y a une dizaine de pourcents de carbonate. Et précisant aussi une chose, c'est que on a 93% en l'occurrence de passants à 63 micromètres. Là, Donc, c'est des siltes, ouais. Donc voilà, on peut les appeler On des y est, là? Silt ou Ouais, limon. 40. Donc, il n'y a pas d'argile gonflante, là. Pas d'argile gonflante, mais il y a de l'ylite. Hein. L'ylite, c'est de l'argile. L'élite, c'est pas Oui, mal. oui, mais elle n'est pas gonflante. L'élite, c'est pas mal. Ouais. Il y a pas de C'est smectite. très peu. 15, C'est très peu. 15%. C'est pas de la kaol, mais c'est. Enfin, quand on sait que géotechniquement parlant, si on prend le diagramme de Desmoulins, Mm. à partir de 30% d'argile, on dit argile comme s'il n'y avait rien d'autre, ça veut quand même dire qu'à 20% d'argile, le comportement de ces matériaux-là est quand même sacrément sous influence de la fraction la plus fine. Ah oui. Mais c'est Mécaniquement que, parlant, quoi. Hein. mais c'est que des fines. Oui, Granulométriquement, alors je dis la fraction la plus fine. oui, mais là, C'est-à-dire celle qui a un comportement qui est plus de. Alors, qu'est-ce qui est marqué? De minéraux à feuillets, justement. Feuillets. les minéraux à feuillets, c'est muscovite. On a les ici, minéraux à feuillets, c'est ylite. à la fois les argiles et les micas. Et les Donc, micas, ouais, c'est ça. l'ylite, c'est un minéraux à feuillets, mais c'est plutôt de ranger des argiles, alors que la muscovite, c'est un mica. Quoi. Eh oui, Mais c'est c'est mica. tous des philites. Mhm. Ouais. Mhm. Parce que si on revient au métamorphisme, on parle parfois, par exemple, de quartzophyllade. Tiens donc. Donc, pour parler de schiste, Oui, mais là, il y a formation, il y a néoformation. Donc là, je pense que ouais. là, on n'y est pas. Mais, mais c'est Donc, quand t'es en même. train de démolir ta. Non, non, non. C'est pas le même type de métamorphisme. Je pense qu'on est dans un dynamo-métamorphisme. Un dynamo-métamorphisme. Il faudrait peut-être répéter. Très basse température, plaque. D'accord. Puisqu'on n'a pas les millénaires, les millions d'années devant nous pour créer la structure, on a 5 heures. Et c'est pour ça qu'on utilise le lien hydraulique à la place des millénaires. C'est beaucoup plus performant. Mmh. Et bien, alors, là, c'est sûr que le terme métamorphisme, c'était un peu une boutade. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait pas parler de métamorphisme d'une certaine forme, puisqu'on transforme un matériau en un autre, avec une structure et une texture qui, pour l'instant, mériterait d'être étudiée. En tout cas, on a un apport de chimique, on a des néocristallisations, on a déformation de la roche intimement avec création d'une anisotropie. Si on appelle pas ça du métamorphisme, moi je cherche le terme. Au sens large. Au sens large. Au sens large, large. oui. Oui, Voilà. avec l'apport chimique et donc des minéraux de ciment qui se mélangent et qui Oui. se créent. C'est en ce sens que ça peut être du métamorphisme. Parce que quand c'est juste de la déformation, justement, juste l'apparition de structures sans variation minéralogique ou chimique, on ne parle pas de métamorphisme. Quoi. Non, bien entendu. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que ces déformations-là, qui sont soit une forme, je dirais, une déformation continue, je dirais, avec je dirais, les ellipsoïdes déformations qu'on a vues, et discontinues avec les plans C, on va dire, les plans de cisaillement, de schistosité. Le rôle de l'ingénieur là-dedans, ce sera de définir les modes opératoires pour travailler ces matériaux, pour limiter, je dirais, les aspects négatifs, c'est-à-dire les plans de cisaillement qui vont se créer dans de mauvaises conditions, qui vont rester des discontinuités. Dans tous les cas, les limiter. Et pour ceux qui vont rester, parce que ça existe même à l'échelle microscopique, s'assurer que les conditions, je dirais, de mélange, de teneur en eau, d'homogénéité du matériau et homogénéité du compactage soient respectées de manière draconienne sur le chantier. Donc ça s'accompagne. Donc je dis, on est parfaitement dans le domaine de la géologie de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on identifie en plus des structures analogiques à celles qu'on voit dans la nature, en géologie, mais en plus, nous, on peut agir sur la création, l'apparition de ces structures
justement pour garantir la durabilité des ouvrages. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, j'avais une Juste deuxième pardon. question. Oui. Non, Juste sur allez-y, hein. le mot dynamo-métamorphisme, j'en profite puisque ça avait l'air de classiquement. Il y a on distingue effectivement le métamorphisme le plus général qu'on appelle ou qu'on appelait dynamo-métamorphisme, c'est-à-dire qui est lié au grand mouvement de la croûte terrestre, avec des surépaississements de la croûte qui augmentent la pression, etc. au niveau des chaînes de montagne, et qu'on oppose au métamorphisme, par exemple, purement thermique, c'est-à-dire s'il y a une injection de granit Voilà. ou de lave, où la température seule, au contact des terrains qu'il encaisse, va provoquer un métamorphisme. Donc, Ou les deux, voilà, ou les c'est deux, des métamorphisme fois. thermique ou de Haute contact à pression, haute l'opposé du température. métamorphisme dynamique lié au grand mouvement, à la tectonique terrestre, quoi. Mm. Voilà, Tout à c'était fait. une parenthèse. Vous voyez, le métamorphisme régional, alors ce serait le premier Oui, cas, et le métamorphisme de contact, dans le voilà. deuxième cas. Ouais. J'avais une deuxième question, alors qui, en fait, tire profit, disons, de ces observations. Dans quelle mesure est-ce que si on retire les additifs, enfin le ciment, la chaux, si on retire ces éléments-là et qu'on refait le test, ça n'a pas été fait sans doute, mais Ah ben oui, dans les cours de Remblai. oui, mais est-ce qu'on s'attend à voir les mêmes phénomènes? On voit le feuilletage, on le voit moins. C'est-à-dire que, en fait, la fragilisation du matériau, entre guillemets, hein, au sens vraiment, on va dire, rhéologique du terme, cette fragilisation entraîne à la fin, est un but recherché en soi pour rendre le matériau plus conforme à son utilisation future, mais cela dit aussi crée en phase de réalisation des problèmes dont on se passerait bien. Oui. Donc c'est bien ça. Non, non, dont on se passerait bien. C'est possible de s'affranchir de ces problèmes-là. Oui. Mais justement, je pense que la recherche dans le domaine de la mécanique, de la géotechnique routière n'est pas allée suffisamment loin. Ou alors, ça a été fait, mais très localement et pas assez diffusé. C'est ce que disait Yasmina sur le comportement des compacteurs. Etc. Ça a été étudié, ça. Mais bon, tu ne vas pas trouver ce genre d'informations dans le GDR, par exemple. D'accord. Et qui va expliquer à tout le monde de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est extrêmement pointu, qu'on est en train de mettre des boulets à la cheville pour aller plus vite. Et ça met un frein au progrès. Aujourd'hui, mais Yasmine le sait très bien, moi je me bagarre pour qu'on utilise dans la profession des systèmes de guidage des compacteurs GPS. Mais je me bagarre mais tous les jours. Alors pour que ça marche, je le fais. Donc pour montrer que c'est faisable, que c'est facile. Bon, c'est pas si facile que ça entre nous. Mais si on n'y va pas, c'est comme la voiture électrique. Ça ne se fera jamais. Or, c'est tout à fait faisable. Et bien, dans ce domaine-là aussi, et je pense qu'il y a des prescriptions des avancées qu'il faut mettre sur la table, mais en expliquant que c'est dans des cas où vraiment on veut obtenir des performances très spécifiques. Je dis, voilà, les couches de forme, les ouvrages hydrauliques, par exemple, les ouvrages hydrauliques, la méthode du compactage percusturel, ils n'aiment pas trop. Et ils contrôlent de manière, je dirais, factuelle, en tout point, si la masse volumique est là. Ils mesurent directement. Pourquoi ils n'ont pas confiance? C'est parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, avec les systèmes actuels, garantir l'homogénéité du compactage. Dans le cas qui nous occupe, si je te dis que sur deux tranchées de 6 mètres de 6 mètres de long, ouais, et 1,50 m de large, 5 mètres de haut, j'ai trouvé un caillou comme ça. C'est parce que, bon, on ne devrait pas s'en satisfaire, mais 10 cm à côté, 10 cm avant, 10 cm après, c'était soudé. À un endroit, ça se décollait, mais il devait y avoir un endroit un peu plus sec, je suppose. Alors, je vais revenir à ma question. C'est-à-dire que ici, on a quand même un phénomène conjugué entre les équipements de chantier, avec les vibrations, leur poids et ainsi de suite, et puis une caractéristique quand même de matériaux qui a été, je dirais, auquel on a incorporé ciment et chaux. Est-ce que le phénomène de cisaillement, et a priori, c'est toi qui vas répondre, mais se produirait de manière aussi intense, moitié moins intense, voire pas du tout, si on ne rajoute pas ces matériaux-là? Je pense qu'il se produit. Il se produit, mais ah oui, ce que j'ai oublié, c'est que quand on fait du corps de remblai, là, on est en couche de forme, enfin, couche de forme, mon bloc technique, on a des consignes de compactage beaucoup moins importantes que lorsqu'on est dans ces domaines-là.
Et ce qui se traduise par moins de fois moins de passes de compacteur. Ouais, d'accord. Et c'est l'intensité du compactage qui va provoquer ce cisaillement. Ouais, Le feuilletage, tu ne le vois pas au début. ouais, C'est au fil des passes, plus tu vas compacter ton D'accord. matériau, et surtout si tu le fais mal, tu vois, surtout si tu le fais mal, par exemple, si tu utilises que des vibrants lisses en aller-retour, tu vas avoir de plus en plus de feuilletage. D'accord. Voilà. Et Mais, est-ce que sur les cordons remblais, ça se produit beaucoup moins. d'accord, parce que il y a une question que je me pose et qui n'a rien à voir avec la géotechnique routière, c'est le domaine agricole. Est-ce que, par exemple, ces observations que tu as faites là pourraient éventuellement contribuer à comprendre le problème du cisaillement des systèmes racinaires des plantes que l'on fait pousser dans les champs, du fait de je dirais, l'augmentation du poids des machines agricoles, C'est le possible. fait qu'il y a je dirais, des contacts pneu-sol qui sont finalement pas si importants que ça, ce ne sont pas des chenilles, hein. Et donc, il y a dans les premiers centimètres, sans forcément aller jusqu'aux 10, 11, 12 tonnes de tes machines, un engin agricole peut faire facilement 4-5 tonnes aujourd'hui, les plus gros en tout cas. Et c'est peut-être aussi un bien en termes de productivité, mais par contre, un mal en termes de génération de cisaillement Ben, dans les zones où les plantes doivent pousser, quoi. ben, il suffirait de refaire les. Où est-ce que j'étais là? C'est là? Non, c'était après, je ne sais plus. Non. D'installer des capteurs de contrainte dans le sol Oui. et voir au passage de tes machines, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Si tu as la contrainte horizontale qui est disproportionnée par rapport à l'horizontale, Mhm. et ça coûte pas cher, hein. Mhm. Mais sur le plan, disons, du principe, Oui, c'est possible. en fait, tu ne peux pas éviter de générer du cisaillement alors que Non, tu veux juste compacter. oui. Donc, ça veut dire Parce que, qu'il y a un mal qui accompagne un bien. parce que dans nos rêves les plus fous, c'est ce qu'on pensait un peu que quand le compacteur est passé, ben, il y avait une contrainte verticale qui faisait. Mhm. Sauf que ben, elle se décompose aussi bien naturel à Mhm. une composante horizontale et verticale. Mhm. Et selon la teneur en eau du matériau, selon d'autres critères aussi, Mhm. ben, le pourcentage varie. Mhm. Mhm. Et selon le sens de Oui. compactage, ça c'est un peu nouveau quand même. Je pense que dans le domaine agricole, ce sujet est un petit peu connu sous le nom de croûte de battance, Le groupe de battance. lié au passage des engins Route de battance? de battance. Ah bon, ça va ça. On Moi, parle j'appelle aussi ça parfois en érosion, en érosion pluviale. La croûte de Ça- battance, ça- c'est ça- la croûte qui se forme sous l'impact des gouttes de pluie. Là. Il y a une genre de croûte d'un centimètre sur le sol. ce compactage aussi sous l'effet des Au bâtiments. fond, c'est le fond ou en surface? En surface, en En surface. surface. Voilà, alors, en tout cas, bon, il est 15h29, c'est-à-dire on est presque à l'heure, et puis oui, Juste une question, là, tu as dit là, qu'on peut avoir un feuilletage en surface. Hmm. On voit des strips finalement, si ça Non. Non, mais, enfin, attention, ouais. C'est pas- Moi, j'ai passé 30 ans de ma carrière à n'avoir vu que le feuilletage de surface. Et donc, je vais te montrer ce que c'est. Ça, c'est pas du tout, c'est pas une photo qui a été prise sur les chantiers expérimentaux que j'ai cités. Ouais, non, Ça, c'est un chantier de couche de forme. Et donc, tu as ce feuilletage. Alors là, c'est trompeur parce que quand on sort la carotte, on ne voit pas toujours les plans de feuilletage autres. Mais on a ce feuilletage ici à la surface, on ne voit pas les trucs de friction parce qu'en fait, le matériau a été, je dirais, cisaillé dans les deux sens 10 fois. Donc, l'avantage, oui, en dehors d'être très efficace sur le compactage en lui-même, le fait que le compacteur soit passé toujours dans le même sens, le cisaillement s'est poursuivi toujours dans le même sens. Il n'avait pas été broyé pendant le retour. Donc, on est un peu dans le cas de notre miroir de faille, ça bouge toujours dans le même sens. C'est rare que la phase d'aller-retour, ça peut arriver, mais bon, la plupart du temps, c'est le même sens. Et donc, la strie se poursuit. Et c'est exactement ce qu'on a observé. Dans tous les autres cas, comme celui-ci, là, qui est un cas de couche de forme, on a fait du cisaillement alterné. Et voilà ce qui est resté. Ça, c'était sur le plan GC. Mais il faut savoir que sur certains chantiers, eh ben les entreprises, je ne sais pas si ça a dû arriver peut-être chez nous, vont pas jusqu'à enlever la totalité. Parce que des fois, ça ne se voit pas sur face. Là, bon, au-dessus, on voit bien les tranches fines. Mais à droite, c'est tout à fait lisse. Des fois, sur certains chantiers, tu n'as pas l'impression.
et tu donnes un grand coup de talon et tu vois partir des feuilles. Et si tu fais une carotte, tu vois ça. Et ça, c'est interdit. C'est interdit. Un coup de forme. Alors, on va devoir arrêter là pour respecter les horaires qui ont été donnés. En tout cas, c'est une façon aussi de terminer sur un détail montrant toute la richesse du sujet, qui est loin d'être épuisé. Non. En tout cas, J'ai juste soulevé le voile. voilà, soulever un coin de voile sur en fait, un univers de possibilités pour améliorer je dirais la qualité des ouvrages qu'on va construire en Ben oui, France. c'est le but. Voilà, c'est le but. Donc un très très grand merci à Maurice Buffalo pour le temps que tu nous as consacré à exposer ces recherches en cours, parce qu'on voit bien aussi qu'elles sont appelées à se poursuivre, Ah oui, oui. et avec toute une communauté de personnes dont certains étaient connectés cet après-midi. Un grand merci donc aussi à vous tous qui vous étiez on était plus de 20 finalement hein, en tout lors de ce webinaire, comme l'a souligné Johan Kaspersky, un des premiers de ce style hein, qu'on a organisé dans les dernières années. Donc, on vous souhaite une excellente fin d'après-midi. On vous donne bien sûr rendez-vous pour eh bien, les prochains événements CFGI, dont sans doute je voudrais signaler un des plus notables des prochaines semaines, prochains mois, c'est le prix Jean Gogel. Qui sera attribué en mai et donné, remis en juin au JNGG de Poitiers. Et puis, si vous voulez retrouver nos actualités, eh bien rendez-vous sur notre site web CFGI. Alors, s'il faut donner l'adresse de notre site web actuellement, c'est bien celui en AssoConnect qu'il faut qu'on donne en ce moment. Donc, je vais le taper dans le chat pour ceux qui voudraient pouvoir nous rejoindre. On a un site web qui est en refonte en ce moment. C'est ce qui explique que si vous allez sur le site que vous connaissez déjà, vous n'aurez pas un site actif. Donc, ce que je suis en train d'écrire ici dans le chat, c'est assoconnect. C'est .fr, hein, je crois. assoconnect.fr. Voilà. Donc, je viens de taper ça dans le chat et vous allez pouvoir donc retrouver et vous retrouverez nos actualités. Et donc à très bientôt et bonne fin d'après-midi à tous. Merci bien, au revoir. Merci Maurice. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bravo Maurice.